Bonjour Papa Ngimbi, nous espérons que vous allez bien. Nous aimerons vous poser une série de questions par rapport à ce vernissage. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur la situation globale du Congo? Et comment aujourd'hui avec ce livre on pourrait essayer d'amorcer le problème? Alors le problème du Congo, c'est quand vous commencez à poser ces problèmes, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Dans le sens que si moi je dois parler de ma situation personnelle par rapport à la situation actuelle, eh bien, j'ai beaucoup de peine à voir, j'ai beaucoup de peine à vivre. J'aime bien le pays et quand je vois comme ça se passe actuellement, je ne suis pas du tout content. Que devrions-nous faire? C'est le thème que cherche le livre. Monsieur Mangado a bien résumé. Dans ses recherches, effectivement, il veut que les choses soient claires, dans le sens qu'il faut une certaine cohésion. Il faut une certaine cohésion, il faut une certaine cohérence dans ce que nous devons faire pour sortir ce pays des trous dans lesquels il se trouve. Chère maman, oui. Merci en tout cas infiniment de répondre présent à ce vernissage. Merci. Quelles sont vos impressions par rapport au livre qui a été présenté aujourd'hui? Ouais, par rapport à ces livres, mes impressions elles sont positives parce que déjà nous n'avons pas la culture d'écrire. Souvent ici, à la diaspora, les Congolais, c'est des fêtes, c'est des deuils, c'est des ceci. Un événement comme ça, pour moi, je crois que c'est la première fois. Il y a des associations, ils se réunissent pour ça, mais il y a des concerts, tout ça. Mais pour ce qui est de la lecture, c'est la première fois. Puis ces livres, nous interpellons tout le monde, que ce soit les adultes, les jeunes, tout ça, de lire ces livres. Parce que peut-être ça peut être un début du changement dans notre pays. Là, ça parle du Congo, avec tout ce qui se passe au Congo. Donc, on peut tirer beaucoup de leçons là-dessus. Merci beaucoup. Ouais. Quel est le conseil que vous pourriez donner du coup à la personne qui a écrit ce livre, à l'écrivain? Oui, à l'écrivain, ce que je peux lui dire, s'il peut continuer comme ça, parce que j'ai beaucoup aimé. Il ne fait pas partie, il n'a pas fait la différence qu'il est d'un parti politique, il est de tel côté ou quoi. Parce qu'ici, on parle des combattants, des collabos, de ceci, non. Il était neutre dans son écriture. Et puis, je lui demande de chercher aussi plusieurs d'autres sujets comme l'éducation, comme ça qu'il continue dans ce sens-là, qu'il soit toujours honnête, qu'il regarde l'intérêt du Congo, non d'une seule personne. En tout cas, merci infiniment. Voilà, donc sur la page 54, je vais là où je mentionne les systèmes de formation. L'éducation des bases, l'éducation est la base du développement d'une nation. Si le système éducationnel n'est pas stable et surtout biaisé par la corruption, les conséquences se payeront cash. Tous les systèmes administratifs du Congo est l'héritage colonial qui se solda par une indépendance précipitée, impréparée, car à ce moment, les pays ne comptaient pas assez de cadres qui pouvaient mettre en place un système de formation capable de contribuer au développement du pays. L'égoïsme, le tribalisme, la traîtrise ayant pris le dessus, cela cassa le bon sens de tout un peuple, dont le pays devint un terrain favorable aux slogans qui ne correspondront jamais aux attentes de la population et qui feront naître le népotisme, le clientélisme, la médiocrité, la corruption, l'injustice, s'éloignant ainsi de la méritocratie. Vous pouvez continuer. La méritocratie, c'est au moins tout ce que tu fais mérite de compter les valeurs, tout ce que tu mets, et tout ce que tu y donnes, et voilà, que chacun gagne par rapport à ce qu'il mérite. Mais au Congo, c'est un pays comme ça, qu'on gagne, ce n'est plus les mérites, c'est mon cousin, c'est mon frère, c'est mon beau-frère, et le secrétaire, c'est ma belle-sœur,
voilà, c'est plus la méritocratie. C'est des choses comme ça. Mais il faut qu'il y ait des gens qui les disent haut, calmement, posés, et qui répondent. C'est ça qui peut changer la donne. Sinon, on dirait que nous tous, nous sommes comme ça. Pour rebondir à ce que Papa Ngimbi vient de dire, le civisme, il y avait. Mais moi, j'ai appris dans les cours de civisme, parce que nous sommes de l'époque du Zaïre, que Mobutu avait tué les léopards à l'âge de 8 ans. Et voilà, ça c'est ce qu'on nous a appris. Donc les civismes, au lieu que ça soit qu'on vous apprend sur la patrie, pour l'amour de ceci, c'était l'histoire de Mobutu, de Mama Yemo. Il fallait vraiment qu'on danse. Moi, j'ai dansé. J'étais parmi vraiment les enfants qui dansaient quand il y a des journées comme ça, parce que moi je suis né un certain le 24 novembre. Alors, donc le 24 novembre, vous connaissez la date au Congo, ça c'était la date où Mobutu est devenu président. Alors, quand je suis né, mon papa étant dans l'enseignement, dans l'administration, tout le monde, mes sœurs, étaient dans les défilés. Et c'est pendant qu'ils étaient au défilé qu'on a appris que voilà, la maman a accouché, tout le monde était content. Voilà, donc imaginez ce qui était l'ambiance de l'époque qui a changé, c'est le renversement des valeurs, renversement du système. On peut penser que ça va comme ça, mais avec le temps, on les paye. Donc nous les payons cash. C'est ça les conséquences. Merci. On répond à des questions? Non, c'est bon, je n'ai pas besoin, merci. Cachement Olivier, bonjour Papa de Cité. Oui, en fait, par rapport à cette page-là, moi je trouve que ça illustre bien le fait qu'il y a beaucoup de souhaits, mais qu'il n'y aura pas de réalité. Parce qu'il y a la partie où l'État aura la possibilité de bénéficier de son investissement et tout ça là, étant donné que l'État est déviant, tant que l'État sera déviant, il n'y aura jamais la naissance des souhaits qui sont exprimés dans ce livre. C'est le sentiment que j'ai par rapport à ce livre. Il y a encore d'autres questions, bien on répond d'abord. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces livres que je pense que ça pourrait réveiller beaucoup de consciences parmi nous. J'ai juste un peu parcouru la page 52 qui m'a interpellé. Je voulais juste, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'acheter les livres, peut-être interpeller ou bien faire un petit résumé ou bien faire une rélecture de ces paragraphes qui me paraît assez intéressant. Les Congolais de la diaspora non plus ne vivent pas en cohésion, comme ce serait le cas des Maliens, Chinois, Sri-Lankais, qui se soutiennent mutuellement. Ils sont très solidaires. Ce qui manque aux Congolais de la diaspora, nombreux sont ceux qui ne se parlent plus. Trop de crocs en jambes entre nous. Ils sont ensemble seulement s'il y a un deuil, un mariage, mais s'asseoir ensemble, réfléchir pour impacter, même soutenir une action commune, cela n'est pas leur problème. Se critiquer ou rabaisser les uns les autres, c'est un point fort. Chacun fait individuellement où il n'y a aucun problème de rendement. En revanche, dans d'autres pays, la diaspora a des quartiers ensemble, a des quartiers entiers leur appartenant, avec de belles maisons, des banques, des hôpitaux, parce qu'ils sont organisés et travaillent en synergie. Et il y a une autre phrase qui m'a interpellé aussi, qui me parle un peu beaucoup aussi. Vous écrivez, vous dites, la diaspora congolaise, surtout celle de l'Europe, a laissé la place publique aux voyous, à ceux qui l'honorent par de tout, quelle qu'en soit la raison. Il est grand temps de se ressaisir et de renverser la tendance pour une diaspora responsable, capable d'apporter son expertise. En tout cas, merci beaucoup. Ça, c'est un paragraphe qui m'a beaucoup interpellé. Au-delà de tout ce qu'on peut discuter et puis parler aujourd'hui, il est vrai que si on n'a pas une cohésion entre nous d'abord, au lieu de parler des bandundu, de partout où nous on vit là, on vit dans la diaspora, c'est là où on doit commencer d'abord par se poser la question. Et cette cohésion qu'on veut aller chercher au Grand Congo, le Grand Congo, je vous rappelle, c'est plus que la taille de l'Europe. Mais aujourd'hui, nous, on est là en Suisse. Est-ce que sommes-nous en cohésion entre nous? Les livres nous interpellent. C'est là où il faut déjà commencer. Encore une fois, comme on le dit chez nous,
avant de pouvoir aller chercher des problèmes, d'aller chercher qu'au Congo, il y a plein de problèmes, c'est pour cette raison-là, l'écrivain il nous interpelle d'abord à nous, à notre petite région qu'est la Suisse. Est-ce que nous sommes en cohésion? Alors, c'est le plus important, c'est que moi je pense, c'est le plus important au moins entre nous de réfléchir, avoir des carrefours, des réflexions comme ça. Il y a pas mal parmi nous, on ne se connaît pas. Et il y a ceux qui me connaissent aussi, ceux que je ne connais pas dans notre communauté. Et tout ça passe par le manque de cohésion que nous n'avons pas. Il faut qu'on soit responsable, qu'on soit en mesure de pouvoir se regarder dans les yeux, au lieu de dire les Congolais, mais ils sont loin. Est-ce que nous, en Suisse, à Lausanne, ici à Renan, sommes-nous en cohésion? C'est là où il y a ma question. Merci beaucoup. Encore une autre question, bien réagi par rapport aux deux interventions. Ok, alors, M. Kachama, ce que vous avez dit, ce qui m'interpelle, c'est beaucoup jamais, jamais, jamais. Moi, je suis jamais participant de dire que c'est impossible, impossible, impossible. Tout est possible, mais ça dépend du moment et des opportunités qui peuvent se présenter pour le changement. Depuis que j'ai sorti ce livre, c'est juste le résumé qui est derrière. Mais si je dis le nombre, par exemple, des journalistes du Congo qui ont vu, qui ont lu ça, qui veulent que je passe sur les ondes des radios, tout de la télévision du Congo, ils sont nombreux. Moi, je dis, bon, j'attends le moment opportun parce que les gens ont besoin d'un autre message. Les gens ont besoin d'écouter autre chose. Et surtout, ce qui parle dans leur cœur et dans leur esprit. C'est avec un esprit apaisé que j'ai écrit ce manuscrit. Et ce n'est pas que des souhaits, mais c'est toucher des points, les dire. Et tout le monde les constate. Tout le monde les constate, ce qui est en train de se passer par rapport à la réalité des choses. Et je pense quelque part, j'ai dit, dans la vie, il faut qu'on touche les fonds. Et c'est à ce moment qu'on peut commencer à réagir, à réfléchir. Moi, je pense que le Congo ou l'Afrique a touché les fonds. Et c'est maintenant que les choses doivent commencer à rebondir. Je prends un exemple de ce qui vient de se passer, par exemple, au Sénégal. Le Sénégal, c'est un des pays, quand même, malgré quoi que ce soit, mais c'est un pays qui vit sa démocratie d'une ou d'une autre manière. Le jeune président qui vient d'entrer, il vient de signer l'ordonnance pour se dire que non, en tout cas pour lui, maintenant il veut signer de telle sorte que quand il arrive à l'aéroport, même s'il vient pour une mission quelconque, il n'a plus besoin de l'escorte ou des ministres, des gens passent le temps pour venir les saluer. Tu vois, il veut que son équipe, ceux qui l'accompagnent, l'amènent à l'aéroport, viennent les chercher. Pendant ce temps, les ministres, vous vous occupez de votre travail. Parce que si vous arrêtez un jour de travail, ça coûte à l'État. Ça ne sert à rien. Ça signifie qu'il y a quelque part une conscience qui va aussi intégrer les gens, mais il faut commencer. Il faut commencer quelque part. Et comme je l'ai dit, tous nos pays africains, le Congo dans le nombre, on a besoin des hommes et des femmes de bon sens qui peuvent changer les choses. Il y a toujours les gens qui, à un moment, changent en bien, il y a d'autres qui changent en mal. Mais maintenant, on a besoin des gens qui doivent changer les choses en bien. Et c'est... Voilà. Oui, tu voulais rajouter encore une question? Oui, Papa Dessiné, si je pouvais je voulais simplement te dire comme quoi, si j'étais malien, si j'étais sénégalais, si j'étais nigérien, ce livre aurait déjà des sens parce que comme tu viens de le dire, ces États-là ont des gouvernements qui permettent de pouvoir réfléchir à espérer. Mais là, actuellement, vous parliez de l'Ukraine. Celui qui veut mourir pour le gouvernement de Tshisekedi, je ne le retiens pas. Mais finalement, il va mourir pourquoi? Donc c'est ça. Je trouve que ce livre est bon. Laissez la charrue avant les bœufs. Bon, mais ça, le problème, c'est que même ce pouvoir-là qui est en place, c'est un pouvoir qui émane du peuple.
C'est pas lui qui s'est mis dedans, c'est le peuple qui l'a. Il a été élu au moins presque plus de 70%. C'est le peuple qui l'a. C'est le peuple qui l'a élu. On n'est plus dans le sens des coups d'État ou quoi que ce soit. On va pas aller dans le sens de la politique ou quoi que ce soit. J'interpelle juste la phrase où tu dis que c'est lui qui va aller mourir pour le gouvernement Tshisekedi, mais je te dis tout simplement, il est l'émanation d'une élection. Vous voyez, mais si le peuple dans sa conscience pense qu'ils ont mal fait de l'avoir mis là-bas, et en 2028, il y aura des élections. Est-ce que si je me présente en 2028, tu vas me voter? Tu vas me voter en 2028? Voilà. Excusez. On ne parle pas dans tous les sens, mais on reste cohérent dans ce qui est dit. Donc voilà. Et en 2028, il se passera des élections au Congo. Et comme il se passeront des élections au Congo, il y a des gens qui viendront avec leur programme et au peuple de choisir les bons. Si vous ne choisissez pas les bons, vous allez encore repayer les prix. Pourquoi? Parce que les gens, comme je l'ai soutenu et dit ici, c'est le tribalisme, la corruption, c'est l'argent qui prend les dessus. Lorsque l'argent prend les dessus, il n'y a pas de méritocratie. On va faire tout ce qu'on peut et tout ce qu'on veut. Et si je rebondis à l'intervention de notre confrère qui est ici, oui, effectivement, la diaspora a la responsabilité. La diaspora a la responsabilité. Pas dans ces livres, puis dans d'autres. Je donne l'exemple. Je suis passionné, j'aime bien lire les histoires des autres nations, comment ça se passe. Il y a dans les années 20, les années 30, en Chine, ils dépendaient de la Mongolie pour les riz. Donc les riz qu'ils consommaient en Chine provenaient de la Mongolie. Et à un moment, les Mongols avaient augmenté les prix, que les Chinois avaient du mal de se ravitailler par rapport au riz. Mais les travailleurs qui étaient là-bas en Mongolie, c'était des Chinois. Ils ont vu, mais nous avons la même végétation, nous avons les mêmes étendues comme la Mongolie, et nous en Chine, c'est encore meilleur, c'est encore mieux. Pourquoi ça se fait que nous devons dépendre que de la Mongolie? Et ceux qui sont allés là-bas, ils ont appris, ils ont vu comment ça se passe, et en fin de compte, ils ont aussi fait la culture des riz en Chine. Et la Chine est devenue le plus grand producteur de riz parce qu'ils ont appris à la Mongolie. C'est la même chose. La diaspora vient ici, on voit comment ça marche, comment ça se fait. Mais beaucoup d'entre nous qui sont venus, peut-être que même l'État avait payé l'argent pour qu'ils viennent étudier, le seul fait de venir ici, c'est ta famille, ta propre famille qui te dit ne rentre plus, ne va plus, reste ici. Et quand on reste ici, c'est pour vivre, manger les melons, manger des fraises, manger toutes ces choses. Et puis, en fin de compte, il y a la sécheresse dans nos pays. Voilà. Donc, et cette conscience doit aussi partir de la diaspora. Et pas simplement qu'on se rassemble dans des deuils ou dans des anniversaires où les gens sont contents parce qu'on va manger, on va boire. Tout ce qu'on mange, c'est ce que tu manges à la maison. Mais mettons-nous comme ça, discutons. Et nous saurons que quand on discute, telle personne peut faire ça. Et c'est à ce moment que nous pouvons mettre notre synergie ensemble pour avancer. Nos enfants étudient ici. Il y en a, ils ont fait des grandes écoles de gestion. D'autres, ils ont fait des grandes écoles de droit. Il y en a, ils ont fait des grandes écoles, je ne sais pas de quoi. Et donnez l'occasion à ces enfants-là. Faites-les confiance. Ils ont la conscience tranquille comme des Suisses. Ils sont honnêtes. Ils sont... mon fils, quand tu lui parles, tu vois que dans la tête, il est plus suisse que congolais. Tu vois, ces enfants qui sont ici, ils sont carrés. Ils peuvent vous faire des choses qui sont bien. Mais si on intègre ces enfants dans le système qui est le nôtre, en tout cas, nos pays iront de l'avant. Mais il suffit qu'on ait des occasions pour discuter, pour partager, et c'est ça qui fera. Donc, la diaspora a une très, très, très grande responsabilité. Elle a une très grande responsabilité pour le développement de nos pays. Merci. Voilà, une question, une intervention. Moi, je ne sais pas. Allez-y. Pasteur Israël, je tenais... Non, c'est elle. Mes excuses. Je
vraiment féliciter le pasteur Dosité. Monsieur Dosité. Excusez-moi. L'écrivain Monsieur Dosité, vraiment pour ce livre magnifique. Je tenais à lui dire merci et que le Seigneur permette que nous ayons encore ce genre d'après-midi encore de réflexion pour conscientiser le peuple africain. Donc, je voulais aussi citer la page 42, 1 Jean 3, 16 qui dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Amen. Donc, c'est cité à la page 42. Donc, la culture de l'amour, aimer son prochain, aimer la patrie. Et moi, je me dis, par rapport au titre de ce livre qui dit « La cohésion nationale passe par la conscience collective », et intégrer l'amour dans ce livre, vraiment, c'est capital. Parce que pour avoir cette conscience collective, on ne peut que parler de l'amour. Je me dis qu'avec l'amour, tu peux non seulement aimer ton prochain, penser à toi-même d'abord et aimer aussi ton prochain. Parce que la culture et la loi de l'amour te permettent d'être intègre et de ne pas penser à faire du mal à ton prochain. Donc, vraiment, citer l'amour à cette page est très capital. Et comme le papa l'a dit, ce serait bien que ce livre aussi apparaisse, ait une apparition en langue lingala, nationale. Donc, l'amour pour la langue nationale aussi va susciter l'amour pour son prochain, l'amour pour la culture, et ainsi de suite. On pourra vraiment être des patriotes, des gens qui vont poser des actes pour le bien de la nation. Donc vraiment, cultivons l'amour et publier ce livre en lingala pour que les Congolais puissent vraiment aimer leur patrie en langue. Moi, je me dis qu'en lisant ce livre en langue, cela va susciter de l'amour pour les Congolais. Donc vraiment, les Congolais les uns envers les autres. Donc, je voulais vraiment citer l'amour que vous avez cité ici, vous féliciter de ce que vous avez parlé de l'amour. Parce que sans l'amour, il est impossible de s'aimer soi-même et d'aimer son prochain qui est en face. Donc, c'est ce que... Oui, merci beaucoup, pasteur Israël. Là, j'ai essayé d'évoquer quand même un peu beaucoup de choses parce que j'ai tenu compte par rapport à la situation qui sévit dans notre pays. On a toujours mis en parallèle la politique et l'Église. D'un côté, l'Église se développe. On voit qu'il y a des gens qui font confiance à l'Église, à des pasteurs qui sont devenus, en tout cas, tout au Congo. Et de l'autre côté, ceux qui grimpent aussi, c'est les politiciens. Et quelque part, c'est comme si c'est simplement les politiciens qui s'occupent maintenant aussi à la dégradation de tout. C'est comme si c'était que l'affaire des politiciens. Et ceux qui sont de l'Église, ils se sont mis en retrait, regardant, mais vivant de ce qui est en dégradation de la population. C'est là que je dis que même dans le ministère pastoral, c'est un ministère d'apostolat, c'est une mission où on est engagé, où on est dans le sens d'aller vers l'autre, de l'amour du prochain. Et si dans les politiciens, il n'a pas l'amour du prochain, il ne pourra rien faire. Parce que dans la Bible aussi, il y a une page qui dit que si le méchant augmente, la souffrance de la population sera si grande. Mais si les justes abondent, le peuple sera aussi dans la joie. Et beaucoup de ceux qui sont pasteurs ou quoi que ce soit, peu nombreux s'impliquent dans l'affaire de l'État, dans l'affaire de ce qui est. Mais ils se rabattent. Et c'est là où j'ai donné des exemples de beaucoup de personnalités qui sont dans la Bible. Des gens comme les Lot, des Daniel, tous ces gens-là ont travaillé dans le sillage de ce qui était le pouvoir. Mais pourquoi chez nous, ils se sont mis en retraite, mais ils veulent vivre de la manne de tout ce que ces politiciens font pour leur donner
Pour dire que Dieu les a bénis, maintenant le peuple que vous devez aimer, vous vous prenez à l'écart. C'est une contradiction. Donc, il faut que ce soit les hommes justes puissent s'élever, puissent s'impliquer dans la gestion. On parle toujours des détournements d'argent. Si on parle de détournement d'argent, c'est parce qu'il y a des méchants qui sont là, des gens qui veulent que pour eux-mêmes. Mais si vous mettez des gens honnêtes, qui ont de l'éthique, qui ont la morale, qui ont toutes ces valeurs, l'argent du public sera bien gardé. Les besoins qu'on va faire, on ne dira pas qu'on va aller acheter, je ne sais pas, les armes, on va faire ceci, il y a une facturation, il y a ceci, parce que vous avez des gens honnêtes. Donc c'est tout le monde qui doit s'impliquer. Mais nous devons nous aimer d'abord. Nous devons nous aimer. Si nous ne nous aimons pas, ça sera difficile pour aller de l'avant. Donc c'est pourquoi j'ai dit, en tout cas dans ce livre, je touche tout le monde. Et puis trop souvent, les gens se disent, ah mais parce que toi tu es pasteur, mais non, la Bible c'est l'histoire d'une nation. Mais dans l'histoire de cette nation, on a incorporé Dieu. Mais dans l'histoire aussi de notre nation, nous pouvons aussi incorporer Dieu. C'est comme ça qu'il fera qu'on puisse se respecter. On prend les valeurs de la vie, comme je l'ai mentionné. On a perdu les valeurs de la vie, le respect de la vie. Le respect de la vie. C'est ça qui est important. Voilà, donc c'est dans ce sens-là. Merci beaucoup. Je voudrais juste réagir par rapport à votre intervention. Je crois que quand Félix faisait son petit sketch là, je ne sais pas si vous avez suivi là, vous avez déjà la réponse. On peut avoir tant des écrivains, même 1000 par jour, congolais. Mais si nous n'avons pas cette culture de la lecture, ça va poser un problème. On n'oblige pas les gens à lire. C'est une culture en fait. Vous savez, on peut sortir juste ici à côté, à quelque part, il y a les McDo. Nos enfants vont au McDo tous les jours, tous les week-ends. Mais si vous leur posez la question, combien de livres as-tu lu au courant de la semaine? Il te dira non. Peut-être 6 mois, il n'a jamais lu un livre. Le vrai problème, il est là. Lui, il a fait sa part, il a écrit ce qu'il a constaté. Reste à nous maintenant de pouvoir rentrer dans le contenu, comprendre sa pensée. Parce qu'il a bien expliqué la pensée qu'il avait. Il a eu, il a constaté, il a remarqué, il a écrit, il a mis ça sur écriture. Maintenant, nous, lecteurs, de pouvoir rentrer dedans et tirer ce qu'on peut utiliser comme modèle pour que nous puissions, par après, exploiter cela. C'est ce que papa n'arrête pas de dire. On a une école ici où on apprend à nos enfants à maîtriser les lingala, mais quand il va là-bas, il se retrouve les langues congolaises, voilà, les 4 langues là, nationales. Il se retrouve des fois tout seul de 11h à 18h. Est-ce que c'est le problème des organisateurs, des écrivains, ou c'est le problème de ceux qui sont en face? La question est là. Voilà, et à cela je peux ajouter, parce que vous dites que non, peut-être l'écriture, tout ce qu'on fait, le mieux c'est de créer des groupes de pression. Mais pour créer ces groupes de pression, il faut que vous soyez en harmonie les uns les autres. Il faut être en harmonie les uns les autres. Mais ce n'est pas les groupes de pression qui manquent. Ici, en Europe, il y a des groupes de pression où il y a eu des groupes de pression. En tout cas, moi, j'ai toujours été ouvert avec les Congolais dans tous les sens pourvu qu'ils sont des Congolais. Mais la remarque que j'avais faite, parce que moi, quand je parle de ce qui est le Congo, c'est mon père qui m'a transmis. C'est pas d'aujourd'hui, c'est pas en 2010, ni en... Non. C'est quelque chose qui date depuis mon enfance. Parce qu'au début, si tu lis le préface, tu verras, tu vas comprendre ce qu'il y a. Je prends 2011. 2011 était né ici en Europe un mouvement où, quand Jean-Pierre Bemba a... Non, donc en 2011 c'était Etienne Tshisekedi, mais en 2006 c'est Jean-Pierre Bemba, mais je prends en 2011. Quand Etienne Tshisekedi a confronté Joseph Kabila, Etienne Tshisekedi, avec les partisans qui étaient derrière lui, disait que c'est lui qui a gagné les élections,
mais Joseph Kabila a gardé la main. Et c'est là où est né un mouvement où si tu es du côté de Tshisekedi, tu es combattant. Si tu es du côté de Kabila, tu deviens collabo. Ça marchait ensemble. Ça marchait ensemble, les traitant les uns des collabos, les autres des combattants. Mais quand on arrive en 2018 pour traverser 2019, où il y a eu les premières élections que Félix Tshisekedi est passé au pouvoir, le même qui était dans les groupes des combattants, qui appelait les autres des collabos, ils se sont disloqués. Ils se sont disloqués. Il y en a qui sont devenus des talibans et d'autres qui sont appelés des Pakistanais. Mais ils étaient tous dans le même bord, comme étant des combattants. Et ça a pris des allures différentes. Et voilà, ça continue maintenant. Je ne sais pas la crème des crèmes c'est quoi, mais ça continue. Pourquoi? Parce qu'ils étaient ensemble. On a vu des gens qui venaient du Congo, tu sois politicien, tu sois qui, tu sois artiste, tu sois ceci. Si tu arrives en Europe, ici en Suisse moins, mais en France, Belgique et puis les autres, ils tabassaient les gens pour mettre la pression. La pression, on l'a mis. Mais ce n'est pas cette pression-là qui change les choses. Ce n'est pas cette pression-là qui change les choses. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir calmement, se poser des questions comme ça, et définir certaines choses, analyser certaines choses, aller toucher certains points, et c'est à partir de là où on peut aller de l'avant. Au lieu de se battre, ça fait passer le temps. Et pendant ce temps, quand il y avait cette pression, la musique congolaise ne se jouait plus ici en Europe. Parce qu'on les a interdits. Les comités ne pouvaient pas venir en Europe. Mais ces jours ici, la musique est revenue. C'est le Congo qui gagne d'une autre manière. Tous ces musiciens, quand ils viennent, ils ont des concerts dans des grandes salles, dans tout ceci. Ils viennent pas seuls, ils viennent avec d'autres personnes. Et quand ils gagnent, ils ont aussi des familles là-bas. S'ils ramènent quelque chose au pays, ça va aussi servir à d'autres personnes là-bas. On peut gagner dans la culture. Mais ce n'est pas en faisant la pression, en se tabassant, dénigrant, mais il faut réfléchir, proposer, et que ce soit quelque chose qui peut passer et pour convaincre les autres. Nous, on est là pour poser juste l'idée, et si les gens utilisent ça pour dire, voilà, tel a écrit, il a dit ceci, on peut s'appuyer. Aujourd'hui, on s'appuie tous comme étant congolais. L'Afrique est comme une forme de revolver parce que la gâchette se trouve au Congo. Mais il a fallu une personne puisse penser, puisse écrire cela. Il a fallu une personne puisse penser, et c'est ça, c'est devenu comme une référence. C'est Franck Fanon qui a pensé à ça. Mais il faut qu'il y ait des penseurs, il faut qu'il y ait des gens qui disent, qui proposent, et à ce moment, on peut s'approprier de ce qu'il a dit. La pression, si ça va dans la violence, ça servira à rien. Autant mieux l'écrire et puis parler, partager, discuter. Nous sommes tous Congolais, nous sommes tous Africains. Dernièrement, quand j'étais au salon du livre, quand je parlais, et ce jour-là, en tout cas, j'avais en face de moi des Maliens, comme notre Félix a dit, il y avait des Maliens, il y avait des Camerounais, il y avait des Togolais, il y avait ceci. J'étais les seuls Congolais là, parmi ceux qui étaient là, au sang, on a donné aux Africains. Mais ils se disent que mais ça, c'est vraiment un bon livre que tous les Congolais. Non, c'est pour nous, tous les Africains. Ça nous concerne, nous tous les Africains. Ils disent, mais comme tu parles, c'est comme Lumumba. Comme Lumumba, comment? Il dit, mais c'est ça. Il faut le Congo se mettre debout. Quand le Congo se lève, c'est toute l'Afrique. Voilà, on donne des fleurs au Congo, mais ces Congolais-là, ils ne sont même pas là. Ils sont ailleurs. Ils sont pour autre chose. Mais bon, il faut que ça commence. Et là, c'est comme une semence, c'est une graine qu'on a apportée qui peut peut-être produire du fruit. Et on verra les changements. Oui, les cultures peuvent apporter les changements. Félix? Oui, moi je voudrais juste d'abord reféliciter l'écrivain. J'aimerais féliciter l'écrivain à nouveau. Ne minimisons pas ce qui s'écrit. Le monde a subi beaucoup de changements grâce à l'écriture. Le tristement célèbre Hitler a commencé par un livre dans une prison. Et Paul Kagame ici, ces comiques-là, ils ont commencé un plan en 1962 avec un document de 20 ou 30 pages.
62. Et aujourd'hui, ils ont occupé le Congo. Ça veut dire que toute activité intellectuelle qui nous pousse à réfléchir sur notre sort et sur notre avenir doit être prise au sérieux. Ça, ce n'est pas un vœu d'intention. Ça, c'est une intelligence. Ici, l'écrivain nous dit clairement, nous, la diaspora suisse, qu'est-ce qu'on peut faire? Il donne des pistes de solutions. Il nous dit qu'on peut prendre des hectares et aller cultiver. Vous savez qui cultive au Congo? Les Indiens. Depuis combien d'années? Ça fait 20 ans. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Même les Tutsis là, ils cultivent. Vous savez quels sont les magasins qui nourrissent les Congolais? Ce sont les Chinois, les Libanais, les Turcs et tout ça. On n'est pas contre, mais quelque part où est la part du Congolais? Alors si j'entends dans la diaspora, ça me fait peur, si les jeunes disent qu'ils ne vont pas aller mourir au Congo, mais vous ne mourrez pas pour Tshisekedi. De toute façon, il a garanti l'avenir de sa vie. Je ne voudrais pas que le débat reste très politique. Ici, on nous amène sur un terrain de réflexion. Jeunes Congolais, ne pensez pas que le Mali est meilleur. Le Mali subit une guerre. Ils ont des conditions de vie très compliquées. Le Sénégal est un modèle de démocratie, mais 3 présidents ont refusé de quitter le pouvoir. 3. Diouf, il a été sauvé par les Français, ils lui ont donné un rôle à l'OIF. Sinon, il ne quittait pas le pouvoir. Le Sénégal avait sombré. Wadé, qui était opposant, qui a bouffé, qui a eu le goût du pouvoir, a refusé de quitter le pouvoir. La France est encore intervenue. Et le 3e, c'est Macky Sall. Il a refusé. Ils ne sont pas meilleurs que nous. Tout simplement, le Congo traverse des situations compliquées. Je rappelle à la jeunesse, on ne vous demande pas d'aller mourir. Et si vous devez mourir pour le Congo, vous ne mourrez pas pour quelqu'un. Moi, je suis politicien en dehors d'être humoriste. Hein. Je ne meurs pas pour quelqu'un. J'ai détesté Kabila. J'ai combattu le maréchal, j'étais encore qu'un gamin. Mais j'ai toujours gardé le Congo en moi et l'espoir. Les jeunes, avec ces pistes de réflexion sur la page 66, vous pouvez agir. Et vous devez agir. Nous, bon, je suis dans la cinquantaine. Le reste de mes années, je vais les sacrifier pour me battre. Je suis pour le gouvernement actuel, mais je ne suis pas pour la corruption que je dénonce. Je dénonce les voleurs, les bandits. Mais il ne faut pas que les gens de notre génération viennent faire croire aux enfants qu'il n'y a plus d'espoir. C'est ça que je vais dire. Merci, pasteur, parce que vous ne critiquez pas seulement, vous nous proposez des solutions. Merci. Kachama, oui. Merci infiniment en tout cas de répondre à notre invitation pour ce vernissage. Une question, quelles sont vos impressions par rapport à ce livre édité par Monsieur Manganou? Les impressions sont très positives. C'est un livre justement, je pense qu'on a besoin de ça en ce moment, surtout dans la diaspora. Et surtout pour réveiller, moi-même qui suis jeune, je me réfère souvent à ces livres-là. Et l'écrivain en question, je le connais aussi personnellement, donc c'est un homme qui a beaucoup lu dans sa vie, qui continue à lire. Et donc son analyse par rapport à ces textes sont très profonds. Il a fait à base de recherche, il a beaucoup fait de recherche, donc c'est un livre qui peut servir, on peut dire, de modèle, non seulement de modèle, mais il donne aussi justement des solutions par rapport aux problématiques que nous rencontrons aujourd'hui au Congo, mais aussi en tant que diaspora vivant en Suisse. Merci. Quelles sont vos impressions aujourd'hui? Vous savez que le Congo vit une situation très délicate. Quelles sont vos impressions par rapport à cela et quel serait le conseil que vous pourrez donner au gouvernement congolais? Alors honnêtement, je ne m'intéresse pas beaucoup à la politique parce que c'est toujours des sujets, pour moi je trouve que très compliqués. Et actuellement, je veux dire, je suis en train d'apprendre l'histoire du Congo de manière générale, savoir comment on est passé de Royaume Congo à justement énormément de tribus, avec plus de 400 tribus, et comment toutes ces tribus finalement cohabitent ensemble. C'est vrai que je suis plus dans cette optique-là. Seul conseil, je dirais aux personnes justement qui veulent s'intéresser à l'histoire du Congo ou bien qui ne savent pas par où commencer, ça serait déjà de se procurer ces livres. Parce que l'écrivain qui a écrit connaît énormément sur l'histoire, on peut aussi poser des questions. Et puis il étaye beaucoup de choses, non seulement historiquement parlant, mais aussi géographiquement parlant sur le Congo. Donc ça serait de commencer par là déjà. Ok. En tout cas, nous vous remercions. Merci et nous vous souhaitons une belle soirée. Merci. Merci à vous. Je pense que vous avez bien résumé, et les livres même par rapport à son titre, il résume bien la situation. L'interpellation que nous devons nous faire entre nous, c'est de pouvoir commencer d'abord par créer cette harmonie entre nous d'abord, le peuple africain, le peuple congolais, je ne sais pas jusqu'à quel niveau, mais les consciences, nous devons commencer par les entretenir. La conscience collective, au-delà de tout ce que nous pouvons avoir comme adhésion
partisanal, donc ça veut dire qu'on peut être de telle tribu, tel coin. On le voit ici en Suisse. La Suisse, elle est redevenue par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, il y a 4 langues comme on le sait, et on verra que même quand on fait à chaque fois des élections, on a toujours le respect de la minorité. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Même si c'est la minorité qui perd, on ira toujours puiser dans la minorité quel a été l'esprit qu'est-ce qui a conduit à ce qu'on arrive à cette élection. C'est ce genre de modèle qu'on peut arriver à se mettre d'accord, de se dire qu'à un moment donné, je pense que le discours a tourné un peu dans de bonnes conditions, dans de bonnes manières que j'apprécie personnellement. C'est d'éviter de parler de pasteurs, d'éviter de parler des religions, par le fait qu'on n'est pas tous là avec aux mêmes obédience. Ça veut dire qu'on n'est pas tous forcément des chrétiens, on n'est pas tous des obédiences, mais il a écrit son livre avec un esprit qu'il a animé à ce moment-là, et cet esprit n'est pas totalement... Tout ce qui est écrit dans les livres n'est pas forcément, ne toucheront pas toujours n'aborderont toujours pas les opinions de tout un chacun. Mais il y a quand même dans le livre des choses plus importantes que chacun peut prendre, qui pourront permettre à ce que nous puissions, encore une fois, avoir une conscience collective. La conscience collective, et surtout je viens de comprendre qu'il y a même des pistes de solutions qui nous sont proposées dans les livres, au-delà qu'ils soient pasteurs, au-delà qu'ils parlent des versets bibliques dans les livres, au-delà de tout ça, il faut prendre au moins les choses les plus importantes qui peuvent être dans les livres, et surtout se poser de bonnes questions en étant la diaspora. Quelle est notre part de responsabilité par rapport à cette conscience collective? Est-ce que nous avons fait notre part de responsabilité? Au lieu, ou bien avant de parler de la responsabilité collective, de ceux qui sont au Congo, de ceux qui sont ceci, mais est-ce que nous, à notre niveau, ici en Suisse, on a fait notre part? C'est ça les bonnes questions. Et ça serait aussi l'occasion peut-être prochainement d'arriver à avoir aussi des pistes de réflexion comme ça, des moments de réflexion entre nous, en sortant de l'idée, en sortant de tout ce qui est religion, de tout ce qui est parti politique, parce qu'on a bien compris le dernier exemple que l'écrivain vient de nous montrer est vraiment très épatant, à l'idée de dire qu'il y a quelques années, il y en avait des collabos, il y a d'autres années, il y en a... Donc, ce qui fait que si on part dans ce sens-là, il y aura toujours cette manque de conscience entre nous, parce qu'on va toujours rester par rapport à nos idées de partis politiques, des régions, d'où vient-il, qu'est-ce qu'il fait, bon, tout ça. C'est l'idée principale. Je pense qu'il faut qu'on ait l'éveil des consciences collectives à notre niveau. Encore une fois, je vous remercie. Je pense que je prends beaucoup plus de temps. Et je vous laisse encore continuer. Merci. Dans mes principes, je ne suis pas catégorique. Je ne suis pas catégorique si j'analyse la situation. C'est comme quand on dit la personne est victime, l'autre est l'agresseur, mais quelque part, l'agresseur, on doit l'écouter, la victime aussi, on doit l'écouter. Il faut faire la part des choses. Et je pense, on a évoqué les problèmes de la Suisse ici. Quand la majorité gagne, on tient compte de ce que la minorité a parlé. C'est là où on arrive dans les consensus pour comprendre les choses. Donc, sur la page 38, c'est là où je parle les cas 2, je parle d'Israël. Je suis parti du principe des deux nations, la Suisse et Israël. Et dans ce que je connais dans l'histoire d'Israël, c'est un peuple issu d'un ancêtre commun. Donc, ils ont un patriarche. Le patriarche d'Israël, c'est Abraham. Et par rapport à Abraham, on voit Abraham, Isaac, Jacob, les 10 tribus et tout. Et puis voilà, c'est un peuple qui est issu d'une personne. Et s'ils sont ensemble, c'est parce qu'ils gardent cette hiérarchie, qu'ils ont un ancêtre commun. Et le cas du Congo, nous, on n'a pas un ancêtre commun.
Au Congo, on n'a pas un ancêtre commun. On ne peut pas dire que notre ancêtre commun, c'est quoi ça, Rwan Totila. Non, lui, c'était pour les Congo. Pour les Balouba, c'était Congolo. Ilungambiji. Et si tu vas, comme j'ai dit, les rois Msiri, c'était pour les royaumes Gareganze dans les Katanga. Et c'était partout, il y avait des royaumes, il y avait des rois. On n'a pas eu un ancêtre commun. Et c'est là où je dis que nous nous rapprochons un peu à la stabilité de ce qu'est la Suisse, parce que c'est la fusion des États, c'est la fusion des peuples. Nous aussi, les Congolais, nous sommes la fusion de peuples. C'est pourquoi on a dit que le Congo était appelé les États indépendants du Congo. À ce moment, on n'avait même pas encore l'indépendance, mais c'est pourquoi? Parce qu'on a éliminé tous les royaumes et empires qui étaient pour les féodés. On a considéré que c'était des États, mais on les a dominés pour les mettre ensemble. C'est pourquoi la page 38 concerne cela. Quand tu vois ce qui est écrit en gras, comme les Almaniques qui disent « Je vis jour au jour avec les Almaniques », il y a peut-être un peu un esprit almanique, juste almanique qui est à moi. Les Almaniques qui disent, quand tu lis quelque chose, tout ce qui est écrit en gras, tu dois faire attention parce que c'est là où se passe l'importance de la chose. Et sur la page 38, si tu vois ce qui est écrit en bas, et en gras, j'ai écrit Abraham égale Isaac, Isaac, Jacob, les 10 tribus et la nation d'Israël. Donc ça signifie, c'est cette lignée-là. Ils ont un ancêtre commun, mais nous, on n'a pas un ancêtre commun. Donc nous nous rapprochons plus au modèle de la Suisse, qui est la fusion des États, mais nous aussi c'est la fusion des peuples. Si tu vas au Cameroun aussi, on a mis des peuples ensemble, mais ils avaient aussi les rois. On a mis des Bamileke, on a mis des ceci. Quand tu vas en Côte d'Ivoire, on te dira des Djoula, on te dira que ceux qui sont ici, voilà, on a mis des peuples ensemble, mais ces peuples-là sont obligés de se dire que qu'est-ce que nous voulons faire de notre histoire. Nous avons du potentiel, nous avons ce qui est à nous, mais comment nous pouvons aller de l'avant, se parler les uns les autres, et surtout arriver un jour que tous ces pays arrivent à faire des pactes, des accords, et qu'on puisse célébrer, comme en Suisse, on dit chaque 1er août, ils célèbrent cet accord de 1291, de Grütli. Chaque 1er août, ils les célèbrent. Nos pays doivent aussi arriver à célébrer des occasions comme ça qui montrent la cohésion nationale. D'ailleurs, lors de la conférence nationale souveraine, on l'avait proposé pour la réconciliation nationale. Parce qu'il y a trop de déchirés, il y a trop de choses où les Batete pensent que Lumumba a été tué par des autres. On ne nous aime pas, nous Batete là. Et les gens, je ne sais pas d'où, ils pensent que nous, on nous maltraite, mais il faut qu'il y ait une cohésion, qu'on se dise, moi je serais prêt, si vous encouragez, de rencontrer même le président de la République pour lui parler que, président, ça c'est vraiment important, il faut qu'il y ait cette réconciliation, cette cohésion, et ça sera quelque chose qui sera bien pour la nation. Et enfin, ça peut changer. Oui, bien sûr, on dit à l'Est, c'est les Baswahili, c'est les Baluba, c'est les Bangala, c'est les Bakongo, tout. Mais c'est quoi l'acte? C'est quoi le support? C'est quelle date qui fait que tous les Congolais sont unis? Mais sinon, chacun se bat dans son sens, à contresens, et les pouvoirs, quand ils se réunissent que pour l'argent, pas pour le pays. Mais c'est à nous de ramener cela, que ce soit un débat, que ce soit un partage. Je propose aux étudiants de s'accaparer de ces sujets, d'en parler, de discuter, de faire leurs travaux de fin d'études, d'aller dans tous les sens pour que ça suscite, au lieu que ce soit juste le débat de dire qui a droit, qui n'a pas droit. Et c'est si la Constitution dit. Non, la Constitution ne fait pas avancer le pays. Mais il faut qu'il y ait des idées profondes où les gens peuvent réfléchir pour dire que nous puissions aller de l'avant. Donc, pour ces cas de page 38, c'est pas que c'est... Non, c'était pour prendre cet exemple pour dire que nous sommes différents de ces cas. Nous, c'est la fusion de peuple. Merci. Monsieur Dosité, le titre justement de ton livre, ça évoque l'union, de votre livre, pardon, l'union.
Et ça part justement d'éveiller les consciences collectives. L'histoire nous montre, et puis on voit que l'avenir d'un peuple, d'un pays, c'est la jeunesse, ce sont les enfants. Aujourd'hui, si on regarde dans la salle aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de jeunes, il y a pas beaucoup, enfin la jeunesse n'est pas là. Et comme monsieur Didier, je crois, voilà, monsieur Didier l'a évoqué avant, le peuple congolais, c'est un peuple qui ne lit pas, enfin je ne vais pas généraliser, mais la majorité du temps, nous ne sommes pas de grands lecteurs. Moi-même étant éditrice pour les livres pour enfants, je vois que la communauté congolaise achète très rarement les livres. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour justement éveiller la jeunesse? Comme on a évoqué avant, par exemple ici, moi qui étudie en Suisse, on évoque souvent Socrate, Platon dans les livres. C'est-à-dire que dans la scolarité, on est toujours accompagné par plusieurs livres, Émile Zola, etc., les grands penseurs, que ce soit en France, on sait, il y a Bonaparte, il y a plusieurs écrivains, il y en a plusieurs à La Fontaine. C'est eux qui nous accompagnent. C'est avec eux, justement, on arrive à faire des dissertations, à penser, à réfléchir. Comment, justement, intéresser cette jeunesse, moi qui suis jeune, moi-même, si je vais réunir cette union de la jeunesse congolaise, comment faire, avec quoi, justement, aller les intéresser à avoir cette conscience collective. Voilà, donc le 8 décembre dernier, j'ai organisé les hommages à Nelson Mandela, les 10 ans. Donc moi je pense qu'on a plein de penseurs, on a plein de leaders, mais on les a vite oubliés. C'est peut-être inconscient, on est peut-être un peu dans le déni. Hein. Et donc il faut être fier de ses racines. Et il faut qu'on en parle de nos racines, de nos écrivains, de nos penseurs et de nos leaders. Et donc je reviens sur la page 14, si vous me le permettez, où là vous dites « Nous retiendrons de lui la passation du pouvoir à son succédant par voie pacifique, une première dans l'histoire du Congo démocratique après 18 ans de règne. » Donc je voudrais poser la question à monsieur l'écrivain. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que j'ai constaté que le président Félix Tshisekedi, je trouve qu'il a bien joué son rôle dernièrement quand il s'est déplacé en France. Il a su mettre en œuvre une bonne diplomatie et savoir défendre l'Afrique. Donc pour moi, il nous a défendus. Je suis désolée, hein, excusez-moi, hein, je suis pas là pour le mettre en avant, mais je dis ce que je constate. Puisque, voilà. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que monsieur... Oui, je pense qu'en disant cela, il y a certains qui ont compris de qui il s'agit. C'est par rapport au système, comme je l'avais un peu mentionné tout avant. Le Congo est parti sur presque 5 étapes. La première étape, c'était la première république qui s'est soldée par le coup d'État de Mobutu. Et Mobutu a été renversé par Laurent Désiré Kabila. C'était dans la brutalité. Et Laurent Désiré Kabila a été liquidé, assassiné. Et il a été remplacé par Joseph Kabila. Mais le passage de Joseph Kabila, qui a fait 18 ans, donc c'est lui qui a fait 18 ans, pour arriver à Félix Tshisekedi, on avait sonné 24 coups de canon. C'était le 25 janvier 2019. C'est la première fois au Congo qu'un président sortant cède le pouvoir à un président entrant. C'était cette occasion-là dont je parle, c'est pourquoi il y a la photo qui est là. C'est cette photo-là qui est là. C'est là le président Tshisekedi et l'ancien président Kabila. Donc c'était pour la première fois une passation de pouvoir pacifique. Et pour la question à madame l'écrivaine, je vous la présente, c'est mon coach aussi. Elle a une longueur d'avance dans le domaine de l'écriture. C'est elle qui me coach aussi. Et puis voilà, c'est elle qui m'encourage que vraiment ce que tu fais c'est bien, mais il faut le mettre par écrit pour que les gens puissent en bénéficier. Voilà, donc je vous la présente, c'est la coach personnelle. Par rapport à la question concernant la jeunesse, je l'ai déjà dit ici, il faut que même dans les familles, on se rapproprie déjà de parler du Congo. Ce n'est pas une honte de parler de nos pays, dans nos maisons, dans nos familles. Il y a des grands écrivains africains qui ont écrit, qui ont parlé
des histoires, des choses qui sont intéressantes, même pour tout le monde, par rapport à la science, par rapport à la politique, par rapport à la culture. Ils ont vu loin ce que les autres n'ont pas encore vu. Mais le problème, c'est que pérenniser les choses, c'est difficile pour les Africains. Et c'est là aussi, je dis encore que non, la jeunesse a un devoir. La jeunesse a un devoir de faire des recherches. Mais de l'autre côté, par exemple, pour notre pays, le Congo, ce qui est dommage, mais je l'ai dit dans l'impératif de la refondation du système politique du Congo. Ça, c'est un autre livre qui viendra après. Parce que trop souvent, au pays, on a parlé de la gratuité de l'enseignement. Je trouve ça peut être très bien comme une décision, mais ça n'atteint pas les niveaux que ça devait atteindre. Mais ce qui développe une nation, c'est l'éducation. Le développement d'une nation, c'est l'éducation. Et par exemple, ici, en Suisse, parce que dans ces cas-là, je prends l'exemple de la Suisse, de la Corée du Sud, de la Malaisie, de Finlande et tous les pays scandinaves, c'est eux qui ont un meilleur système scolaire. Tous ces pays-là. Ça signifie quoi? Ça signifie que dès que l'enfant commence l'école, quand il finit, il doit déjà contribuer. Avant que les pays s'attendent, qui viendront faire pour nous? Comme nous, comme on attend, c'est des Chinois qui viendront, c'est des Turcs qui viendront. Non, ils comptent d'abord sur l'intelligence et même ils ont produit. C'est ce qui se passe ici en Suisse. Des ingénieurs, tout. Mais quand ça manque, à ce moment, on peut importer, on peut chercher ailleurs. Mais chez nous, il n'y a pas ce que nous-mêmes nous pouvons produire. Nos enfants, même s'ils finissent l'école, ils ne sont pas capables. Quand on finit de 6, je pense autour de 18 ans, 19 ans, tu ne peux rien faire. Autant mieux aller à l'université. Tu vas à l'université, tu finis aussi, tu n'as rien à faire. Mais ici en Suisse, si tu as pris le chemin de l'apprentissage, à 19 ans, 20 ans, quand tu finis, tu es déjà quelqu'un qui est actif. On peut déjà t'engager, tu gagnes ton salaire. Et ceux qui vont au gymnase, qui vont à l'université, quand ils ressortent, ils sont aussi déjà, ils sont actifs, ils sont aussi utiles dans la société. Donc, on va commencer d'abord à changer ce système éducatif. Il y a certaines options qui servent à rien. Je prends, par exemple, il y a encore un autre exemple, c'est Nicolas Sarkozy. Avant les élections, un jour, on lui posait des questions, que voilà, président, toi tu veux devenir président, mais il y a le chômage. Et Nicolas Sarkozy pose la question à la dame, que tu as fait quelle section? Quelle option? Et la dame dit, elle a fait des lettres. Et tu as dit, madame, c'est normal que tu sois en chômage. C'est normal, parce que des lettres, tu as fait des lettres, ça ne produit rien. Mais alors, il faut ça produit rien. Donc il faut changer. Au lieu de vous investir dans ce qui peut faire que vous devenez chef d'entreprise ou d'exercice, vous attendez pour les lettres, pour changer, pour corriger, pour faire ceci. Alors qu'il ferme la faculté. C'est dommage. Tu vois, il dit, ouais, comme étant président, il dit il y a certaines options, ça servit dans les temps. C'est plus maintenant. Oui, c'est une proposition faite par rapport à la jeunesse. C'est la préoccupation de la jeunesse qui n'ont pas assez d'informations par rapport aux auteurs africains. Pourtant, nous savons qu'il y a tellement de richesses dans ce milieu. Il y a des têtes et tout pensant qui ont écrit pas mal de choses en Afrique. Donc, moi, je propose, c'est avec l'écrivain d'Ocité, qui est avec notre fille qui travaille avec elle, est-ce que ça ne serait pas bien que la jeunesse aussi, de temps en temps, avec l'écrivain, puisse avoir un atelier, comme aujourd'hui, l'après-midi, comme ça, autour des livres aussi, en plus du livre de l'écrivain d'Ocité, et autour des nombreux livres qui ont été déjà écrits par des têtes pensantes africaines, et que les jeunes aussi prennent connaissance de ces livres-là et qu'ils aient aussi des débats philosophiques, voilà, par rapport à ces livres-là. Donc je me dis que quand une poignée de jeunes vont s'élever, il y aura encore d'autres jeunes qui pourront s'ajouter, parce que les jeunes, ils s'ennuient. Enfin, c'est pas qu'ils s'ennuient, mais du côté africain,
Ils ont pas mal de choses, mais ça fait que comme elle a cité des auteurs européens, bon, il y a aussi plein d'auteurs africains. Donc les faire connaître et tout autour d'un atelier, un après-midi comme celui-ci, c'est une proposition, avec des jeunes et tout. Voilà. Merci. Quand tu finis, tu es déjà quelqu'un qui est actif. On peut déjà t'engager, tu gagnes ton salaire. Et ceux qui vont au gymnase, qui vont à l'université, quand ils ressortent, ils sortent aussi déjà, ils sont actifs, ils sont aussi utiles dans la société. Donc, on va commencer d'abord à changer ce système éducatif. Il y a certaines options qui servent à rien. Je prends par exemple, il y a encore un autre exemple, c'est Nicolas Sarkozy. Avant les élections, un jour on lui posait des questions, que voilà, président, toi tu veux devenir président, mais il y a le chômage. Et Nicolas Sarkozy pose la question à la dame, que tu as fait quelle section? Quelle option? Et la dame dit, elle a fait des lettres. Et tu as dit, madame, c'est normal que tu sois en chômage. C'est normal, parce que des lettres, tu as fait des lettres, ça ne produit rien. Ça ne produit rien. Donc il faut changer. Au lieu de vous investir dans ce qui peut faire que vous devenez chef d'entreprise ou technicien, vous attendez pour les lettres, pour changer, pour corriger, pour faire ceci. C'est dommage. Tu vois, il dit, ouais, comme étant président, il dit il y a certaines options, ça servit dans le temps. C'est plus maintenant. Voilà, donc c'est de telles choses que je peux dire que je peux encourager. Mais pour moi, je préconise les débats. Mais que ce soit un débat constructif, que ce soit un débat intellectuel, pas un débat des émotions, où même si on discute en fin de compte, il n'y a personne qui convainc l'autre, parce que chacun déteste l'un ou l'autre, et vous campez dans vos positions. Non, moi je reste historien, je reste penseur, je prends ce qui est et je note pour garder l'histoire pure et pour garder l'histoire dans le bon sens. Voilà, c'est ce que je La dernière intervention de Maman Israël. Oui, je voulais, c'est une proposition en fait par rapport à la jeunesse. C'est la préoccupation de la jeunesse qui n'ont pas assez d'informations par rapport aux auteurs africains. Pourtant, nous savons qu'il y a tellement de richesses dans ce milieu. Il y a des têtes et tout pensants qui ont écrit pas mal de choses en Afrique. Donc, moi, je propose, c'est avec l'écrivain d'Osité qui est avec notre fille qui travaille avec elle. Est-ce que ça ne serait pas bien que la jeunesse aussi, de temps en temps, avec l'écrivain, puisse avoir un atelier, comme aujourd'hui, un après-midi comme ça, autour des livres aussi, en plus du livre de l'écrivain d'Osité, et autour des nombreux livres qui ont été déjà écrits par des têtes pensantes africaines, et que les jeunes aussi prennent connaissance de ces livres-là et qu'ils aient aussi des débats philosophiques, voilà, par rapport à ces livres-là. Donc je me dis que quand une poignée de jeunes vont s'élever, il y aura encore d'autres jeunes qui pourront s'ajouter, parce que les jeunes, ils s'ennuient. Enfin, c'est pas qu'ils s'ennuient, mais du côté africain, ils ont pas mal de choses, mais ça fait que comme elle a cité des auteurs européens, bon, il y a aussi plein d'auteurs africains. Donc les faire connaître et tout autour d'un atelier, un après-midi comme celui-ci, c'est une proposition. Maman Perside, merci infiniment d'avoir répondu présente à ce vernissage. Avec plaisir. Quelles sont vos impressions par rapport au livre qui a été présenté cet après-midi? Mes impressions sont bonnes et nous pouvons qu'encourager parce que M. Dosité, le Congo, c'est vraiment, il dort avec, il se réveille. Et ce jour, c'est vraiment un grand jour pour lui. De voir tous ces gens qui sont venus pour le soutenir, c'est vraiment encourageant. Et c'est une joie aussi pour moi. C'est vrai, vous êtes son épouse. Est-ce que ça a été un parcours difficile pour lui de pouvoir rédiger ce livre? Ou c'est quelque chose qui portait depuis un moment à cœur de pouvoir au moins une fois sortir un livre? Je dirais que depuis un moment, moi je peux dire que lui-même c'est une bibliothèque. Ok. En lui, il peut écrire même 20 livres. Je dirais que ça, c'est un début de quelque chose qu'il a tellement voulu et désiré, et ça commence à se concrétiser. Et moi, je pense que c'est un homme qui ait du soutien ou pas. Le Congo, vraiment, c'est quelque chose qui porte en lui. Et ce livre, pour moi, je pense que ça parle de beaucoup de choses.
je peux que recommander à d'autres personnes de s'en procurer pour lire, pour comprendre. Et puis lire seulement, se limiter à lire, non. Entrer maintenant en action. Parce que le Congo a besoin de femmes et des hommes honnêtes, des hommes qui aiment le Congo. Nous sommes ici en Suisse, ce n'est pas notre pays. Il y a d'autres choses que nous vivons. À un moment, tu te dis que non, il faut que je puisse retourner chez moi. Mais à cause de toutes ces choses qu'il a écrites dans ses livres, ça nous montre que si nous n'agissons pas, il n'y a pas quelque chose qui va bouger. Donc ça va commencer par toi, par moi, et ça monte. Aujourd'hui, le conseil que vous pouvez donner aux jeunes par rapport à la nation congolaise? Ah oui, pour les jeunes, c'est que moi je peux dire, comme je t'ai dit que nous sommes en Suisse, ce n'est pas notre pays. Ils peuvent avoir des nationalités suisses, mais derrière, ou bien quelque part, on leur dira que non, tu n'es pas chez toi. Et de dire que non, ça concerne seulement des grands, non. La jeunesse, c'est une continuité de quelque chose. Et c'est que nous n'avons pas pu mettre en place. Et s'ils ont la connaissance, ils peuvent encore faire meilleur. Même si nous n'allons pas manger les fruits de notre pays, qu'ils puissent encore faire pour qu'un jour, les gens puissent aussi parler de notre pays. C'est un pays riche, mais ça manque seulement de personnes comme le M. Dosité Manganda. En tout cas, merci infiniment. Nous vous souhaitons du coup une belle soirée. Merci beaucoup. Tulanda Yesu yandinzila nzila ya velela.